Les playoffs se rapprochent toujours plus et certaines équipes ont peut-être fait un pas décisif dans cette direction. Bonsoir, bienvenue dans Backcheck. On est en compagnie de Freddy Bobillier, d'Olivier Ancon et de Stéphane Rochette. 5 matchs étaient au programme ce soir. Messieurs, qu'est-ce qu'on retient, Freddy? Eh bien, Lausanne Hockey Club qui s'est fait peur un petit peu ce soir, après avoir mené 2 fois au score, s'est fait rejoindre et puis même mener et a égalisé dans les dernières secondes pour finalement porter l'enjeu dans les prolongations en beau match à suspense. On fixe c'est probant de bien ce soir avec beaucoup de réalisme et surtout des points importants en vue des playoffs. Et puis Langnau, la troupe de Heinz Sellers se ressaisit, va s'imposer à Lugano. Quelle victoire importante! Berne n'a pas blanchi. Cette fois, a tremblé mais a battu Ambry à la maison. Mais notre image du jour, c'est peut-être le joli but qui décide de la rencontre entre Genève et Ambry. La passe de Kevin Fay est remarquable pour le but d'Ugly. On va tout vous raconter de cette 41e journée qui était au programme de National League avec un déplacement au Tessin pour commencer avec un Lugano qui restait quand même sur un probant succès contre Zug et qui se devait de confirmer à domicile. La venue de Langnau était une belle occasion, mais voilà, la formation de Greg Ireland n'est décidément pas enclin à vraiment enchaîner en cette fin de saison. Et cela commence mal, Olivier Ancon, avec l'ouverture du score de Florine Randeguer dès la 3e minute de jeu. Oui, c'est clair que ce n'était pas un début, je pense, que Lugano pensait avoir. Mais aussi, c'est vrai que Langnau est toujours prêt assez vite dans les matchs, donc marque assez rapidement. Après, il restait quand même aussi assez de temps à Lugano pour réagir, ce qu'ils n'ont pas su faire non plus. Il y a eu des actions, on ne va pas vous cacher qu'il ne s'est rien passé quand même dans cette rencontre, mais le but suivant intervient en début de 3e période, à 44e minute de jeu. C'est un but de Pascal Berger, vous allez le voir, qui va dévier le lancer caché de Neukomm, ce qui laisse Freddy finalement sans réaction Elvis Merzlikins. Sans réaction Merzlikins, mais on a vu aussi un box-play luganais assez passif. Une excellente exécution du côté de Langnau, le puck a circulé de bas en haut, de gauche à droite. Bonne réception ici, beau geste technique de Neukomm. Et puis Berger qui a tout loisir de poser sa canne sur la glace pour une déviation idéale dans la lucarne de Merzlikins. C'est déjà 2-0 pour Langnau. 2-0, mais Lugano ne va pas dire son dernier mot et se repose sur un joueur, Stéphane, qui n'a pas l'habitude de marquer très souvent. Pourtant, il est capitaine, il s'appelle Alessandro Chiesa. Oui, Chiesa qui connaît quand même une bonne saison. Il a beaucoup de domaines. C'est un des leaders dans les plus et les moins de cette ligue. Et Burglar lui fait un délai à l'entrée de zone, belle passe et son tir est précis. Mais regardez, Tchatcho ne voit pas grand-chose. Regardez, il part vers la gauche en se disant le tir part par là, mais le tir est précis et il est masqué. On est allé voir ce but à la vidéo, justement, pour voir peut-être le contact devant le gardien, mais finalement, but validé. Et ensuite, Dostoïnov qui marque le 3-1, le but. Olivier qui fait mal à ce moment-là à Lugano, c'est la 51e minute de jeu. Oui, ça c'est des buts qui font toujours très mal parce qu'ils viennent, on va dire, au bon moment pour Langnau, au mauvais moment pour Lugano. Et surtout, c'est sur une contre-attaque assez rapide de Langnau, donc c'est vrai que c'est toujours des buts qui font mal. Naïveté par contre défensive, Freddy, sur le but là qui suit directement l'engagement et qui laisse alors tout loisir à Tyler Chorney d'aller mystifier le gardien Emmentalois. Oui, il est à l'extérieur tout seul et puis tous les jaunes, on a vu, ils sont partis vers le haut. Alors lui, il est venu à contresens, il a contourné Tchatcho et puis il a mis ce but dans la lucarne dans un angle assez impossible. Joli geste technique, mais ça ne suffira pas puisque Di Domenico offre le but de la victoire à Gagnon dans la cage vide. Beau succès solide de Langnau qui tient bien son os quand même. Oui, Langnau qui restait sur 2 défaites, perdu 5-1 dimanche à Davos et 3-0 à la maison contre Genève. C'est finalement la meilleure des réactions à avoir, Stéphane. Oui, effectivement. On sait que l'année passée, ils avaient crevé au poteau, Langnau, dans les derniers 10 matchs, notamment le dernier week-end. Ça avait un peu, toute la bulle avait explosé. Et là, je pense qu'il y a une bonne réaction ce soir. Je pense que cette équipe-là est plus solide. Il faut dire que les 2 derniers matchs,
les gardiens ont un petit peu laissé tomber l'équipe. Ils ont eu un petit coup de mou. Chacho qui fait un bon boulot avec s'est imposé comme premier gardien. Mais premier gardien dans cette équipe-là, mais a connu des matchs coup-ci, coup-ça le dernier week-end. Il est un petit peu pour quelque chose. Et ce soir, tout le monde s'est ressaisi. Belle victoire à Lugano. Et vu Lugano, à la maison, grosse défaite. Ouais, à quel moment, Freddy, on commence à s'inquiéter pour Lugano? On a toujours tendance à dire que Lugano va de toute façon s'en sortir. Maintenant. Mais c'est vrai qu'à partir de maintenant, ça va devenir compliqué. Mais ils ont quand même tellement de talent dans cette équipe. Ils sont capables de faire de tellement belles choses. Ils ont le meilleur buteur suisse, Hoffmann. Ils ont le meilleur plus-minus, Chiesa. Ils ont un gardien qui vise la NHL. Ils ont Klaasen qui est quand même un joueur extraordinaire, même si peut-être il fait certainement pas sa meilleure saison. Mais ils ont tellement de talent, et puis peut-être qu'il y a la moutarde ou la mayonnaise. Enfin, je ne sais pas quelle sauce il met à Ireland dans son équipe, mais en tout cas, elle ne prend plus. Ouais, c'est sûr. Donc, défaite de Lugano qui ne confirme pas, et Langnau qui fait certainement, vous le verrez plus tard dans les résultats et classements, la bonne ou une des bonnes opérations de la soirée. Autre match au programme ce soir, c'était bien sûr notre match studio, Genève contre le HC Bienne. La patinoire d'Evernay savait que le match allait être certainement très serré. Il n'y avait que 4 points avant la rencontre entre les deux équipes. Et c'est Genève qui, à la maison, ouvre le score. Olivier Hanken, vous avez reçu des buts comme ça. On va mieux le revoir sur le ralenti. Un rebond quand même un petit peu puissant. C'est pas le seul de la soirée dans la bande d'Evernay et Winnick opportuniste. Non, il y en a eu 2, je crois, sur le match. Mais oui, j'ai déjà reçu un but comme ça, oui. Mais c'était des filets à l'époque. Ça fait... Je ne sais pas si les gens connaissent encore ça, mais à l'époque, derrière les goals, il n'y avait pas encore des plexis ou des vitres, il y avait des filets. Et puis, c'est arrivé plusieurs fois que le puck nous revenait dans le dos, et j'en ai reçu 1 ou 2 comme ça. Oui. Il y a eu un but annulé et tout à fait justifié pour le nouvel étranger Kerki, car il avait marqué du patin. Mais bien ne s'en laisse pas compter. Schmutz, Stéphane, qui revient de nulle part. Un but après 48 matchs d'abstinence. Celui-là, il est chanceux. Bon, il le met bien, mais la déviation, elle est parfaite. Hein. Sur le patin, il arrive directement sur la canne. Et disons que pour l'ensemble de son œuvre durant la saison, un juste retour des choses pour lui. Puis Rayala va compléter la manœuvre, évidemment, de Pouliot. Très opportuniste, encore une fois, sur ce jeu-là. Rayala qui, à chaque fois, trouve le moyen de marquer des buts. Regardez, au vol. Tac. On jouait que la 15e minute de jeu, Freddy, et bien exploité au maximum son potentiel dans cette rencontre. Ouais, Bien était un peu plus percutant dans la première période. Je dirais quand même, c'est créé plus d'occasions, mais c'est vrai que le match avait commencé largement à l'avantage de Genève par l'ouverture du score, mais c'était un peu la réponse du berger à la bergère, Rayala qui met ce puck au fond des filets alors qu'il le prend demi-volée, alors que Winnick avait marqué avec un geste de joueur de baseball plutôt dans le début de la partie pour les Genevois. Mais c'est vrai qu'après, le match s'est resserré et puis on n'a plus eu beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. On aura quand même une, puisque c'est le 3-1 qui va décider du score final de cette rencontre. Une très jolie passe de Kevin Fay et Ugly. Olivier Hanken qui monte vraiment en puissance. Il était excellent l'année dernière avec Rapperswil en Swiss League et il a fallu peut-être un petit peu de temps pour qu'il finalement trouve ses marques, mais il retrouve toutes ses sensations en tout cas. Oui, il commence à marquer chaque match. Il prend des risques. Il est influent dans le jeu aussi maintenant. Au début de saison, il ne jouait pas beaucoup, donc c'était difficile pour lui aussi de s'imposer. Il lui a fallu pas mal de temps pour peut-être aussi quelques blessures, pour pouvoir jouer un peu plus régulièrement, ce qui lui a permis de prendre confiance. Et puis maintenant, je pense qu'il est gentiment à son régime de l'année passée avec Rapperswil. Je crois qu'il a pris le rythme de la Liga gentiment. Et puis ça, c'est vraiment positif. Si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on avait commencé notre studio en parlant de charges et de sanctions qu'on comprenait de la part du juge unique. Pour une fois, on fait un petit peu de sourire de coin, bien sûr. Mais là, il y aura certainement, Stéphane, du travail pour revoir et analyser cette charge incorrecte, vilaine de Boson sur Salmela. Elle est très vilaine. Salmela est arrêté, il regarde le pas qu'il ne voit pas venir. Boson ne s'occupe jamais de la rondelle, arrive avec de la vitesse, il met vraiment tout son poids. Le premier contact est contre la tête, il saute, tout y est. On a donné 2 minutes sur le match. Je peux vivre avec ça de temps en temps, mais là, il me semblait facile à prendre. Moi, je pense que c'est 5 minutes sans aucune discussion. Et s'il n'y a pas de suspension là-dessus, moi, je ne pige plus rien encore une fois.
il y aura une enquête, c'est sûr, parce que ça, c'est vraiment pas... Comparer ça avec Rowe, c'est pire. C'est pire que Garrett Rowe, à mon avis. On Pour moi, revient. c'est pire. Vas-y. C'est pire parce qu'en plus, il est près de la bande. Il a la chance de tomber en arrière sans toucher la bande, mais il peut finir la même chose. Il peut finir la même chose, la tête contre la bande. Regardez, il saute, tac. Le premier contact est contre la tête. Salmela n'a aucune chance de se protéger. Il ne voit pas venir la tête en bas. C'est très, très, très méchant. Plusieurs matchs de suspension, à mon avis. Et on revient à ce qu'on disait en début de soirée, c'est qu'il avait le choix de ne pas faire cette charge. Exact, ça sert à rien. Il pouvait faire une charge en mettant l'épaule, mais en tout cas pas sauter et frapper au visage. De nouveau, là, une sanction est méritée contre Boson. J'ai même pas tité contre Puck en plus. En aucun moment, il essaie d'aller prendre la rondelle. Tout ce qu'il va, c'est target sur le joueur. Il le prend pour cible. Premier contact contre la tête. Tout y est. Tous les éléments à charge contre lui, ils sont. Affaire à suivre, bien sûr, pour Boson qui devrait certainement ne pas échapper à l'œil du juge unique. On a une réaction du côté genevois à l'issue de cette rencontre. C'est un joueur qu'on a beaucoup apprécié dans le début de match et qui fait un très très bon travail préparatoire aussi pour ses coéquipiers. C'est Daniel Winnick. I think we played a lot looser tonight. I don't think we were as structured against Langnau. I thought, we suffocated them in Langnau tonight. A lot of the goals you just gave them to them, breakaway, kind of a backdoor, and so that's usually our Achilles' heel is we give teams grade A chances and they capitalize. Do you think it's a physical problem? You're getting tired playing a lot, or what is it? No, I don't think so. I think sometimes you don't stick to the game plan as a team, and I know that for as long as I've played, the team that sticks with their plan usually wins the game, and we kind of got away from that tonight. Thank you, Dan. Alors Stéphane, bien sûr que je vais me tourner vers toi. Quelles sont les explications de Winnick pour expliquer cette défaite? Il dit qu'on a été beaucoup plus soft, beaucoup moins assidus, beaucoup moins alertes que contre Langnau. On a donné des breakaways. On n'a pas vraiment été à la hauteur de la situation ce soir. Il dit, comment on explique ça? C'est la fatigue. Il dit non, il y a certains soirs comme ça où tout à coup on s'éloigne du plan de match. On ne respecte pas le plan de match pour différentes raisons. Et puis ce soir, on n'a pas joué le match qu'on aurait dû jouer, puis on a payé le prix. Il y a une réaction aussi du côté biennois pour son premier match. Eh bien, finalement, on est allé recueillir les impressions du nouvel étranger de Bienne, le Finlandais Jarno Kärki. Jarno Kärki, first game in Switzerland, first win, so you're the man. It didn't feel too good, but it was great to get the win. Everybody said that this is going to be a tough place to play. Tough opponent, and it really was, but nice to get the win. What could you see from the Swiss style of play, which is that is so different than in Finland? The rink is bigger, of course, so the speed is a little bit higher, I think so, and there are a lot of really skilled players, so it's hard to play against the top guys of another team, but not so different, but it felt really tough today. Little word again. Little word on your football action there. You're convinced that it was intentional? I don't know. I was just trying to pull off in front of the net, and it went off my skate. But I accept the decision. Kiitos. Il est bon joueur, Jarno Kärki, il accepte la décision. À mon avis, il le sait aussi au fond de lui-même que il dit qu'il accepte, il a kick goal, il dit je ne sais pas si c'était vraiment intentionnel, mais j'accepte la décision des arbitres, je vis avec. On lui pose la question, première victoire, premier match, première victoire. Il dit c'est super. On m'avait dit que c'était difficile de jouer à Genève, ça a été effectivement difficile, ils ont des bons joueurs. Puis c'est super d'avoir gagné le premier match. Puis il parle du style ici par rapport à là-bas. Il dit le rink is bigger. Ça veut dire que les patinoires sont plus grandes. Moi, c'est la première fois que j'entends ça qu'en Suède, les patinoires sont plus petites. Là. Ils en avaient déjà parlé au début du match, mais je n'ai jamais entendu ça non plus. C'est la première fois. Moi aussi, ça m'a pas... Rochette apprend quelque chose. Je suis allé en Finlande quelques fois. Je n'ai pas sorti le galant mesuré, mais
j'ai jamais entendu ça. Donc, voilà. Donc, je suis très, très, très étonné. Bon, il a dit qu'il n'y a pas tant de différence que ça, finalement, que le Genève ont des bons joueurs. Il donne crédit à... Je pense qu'il vient d'arriver, le gaillard, là, puis je pense qu'il va... Avant de se faire une idée précise, on va lui laisser quelques matchs. C'est sûr, c'est sûr. On a aussi une rubrique concernant notre match studio. Ça s'appelle Le Top, le Flop. Nos deux invités vont se mouiller. On va commencer par le top qui a été retenu par Olivier Anken. Vous avez choisi le dernier buteur de ce match, Olivier. Oui, Michael Hugli, parce que ça fait maintenant quelques matchs justement qu'il retrouve un petit peu ses sensations qu'il avait l'année passée à Rapperswil et puis qu'il confirme. Et puis ça, c'est vraiment positif pour lui, c'est positif pour Bienne. Donc pour moi, oui, c'est le top. On le disait à sa signature, c'est un joueur en devenir. Il confirme finalement qu'il a le gabarit aussi pour jouer en National League. Oui, tout à fait. Il a le gabarit au niveau technique, au niveau physique aussi. C'est un gros gabarit pour un attaquant. Il est quand même relativement gros. Et surtout, il n'a pas peur d'aller se mettre d'aller devant le goal. Il est opportuniste. Et puis, il va aussi dans les bandes. Il commence à venir gentiment complet. Et il travaille défensivement. Pour un attaquant, ce n'est pas toujours le cas. Par contre, Freddy, vous allez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi le choix du capitaine du GSHC comme le flop de la soirée. Alors, c'est pour me réconcilier avec son père, Jean-Luc, si tu m'entends. Pourquoi le flop Noah Rod ce soir? C'est lié au but marqué par Hugli également. Alors qu'il était aux prises avec Pouliot, il a eu un geste de frustration qui lui a valu 2 minutes, alors que Pouliot était déjà sanctionné. Donc ça aurait permis à son équipe de jouer à 5 contre 4. Et puis, dans un geste de frustration, il a rendu le coup. Il a aussi été pénalisé, ce qui fait que les deux équipes ont joué à 4 contre 4. Et c'est là que Genève Servette a encaissé un but qui lui a peut-être coupé les jambes définitivement dans cette partie. Donc, mon flop ce soir, c'est Noah Rod. Merci à vous deux, bien sûr, pour vos explications. On va pouvoir passer au troisième résumé de la soirée pour continuer sur ce bon rythme et puis pouvoir remontrer tous les buts qui ont été inscrits ce soir en National League. C'est Berne-en-Brie, Postfinance Arena. On se plonge dans cette rencontre avec le CP Berne qui est le leader désormais de ce championnat et qui affronte une équipe d'Ambry qui se bat toujours pour réaliser une superbe saison et décrocher ses playoffs. Et regardez ce qu'il se passe dans cette rencontre avec l'ouverture du score des Bernois qui ne tarde pas. C'est 121 secondes de jeu dans cette rencontre. Stéphane Chiaroni sur un lancer des bases arrières de Bert Gerber. Un bon travail de Gaétan Haas qui a d'abord tiré, a repris la rondelle, a créé un délai, a fait une passe arrière. Et regardez, on met du trafic devant la cage. Cohn qui fait son déplacement peut-être un petit peu trop tôt, mais le puck a dévié, donc difficile de blâmer le gardien. Bon tir de la ligne bleue, toucher la cage, c'est ce qui est important. Ambry égalise au meilleur des moments, finalement, Olivier Anken, juste avant de retourner au vestiaire à 6,6 secondes de la sirène avec Jiri Novotny. Et on apprécie tout le travail, finalement, là aussi, d'équipe. Oui, c'est un travail d'équipe, c'est un but qui fait mal, c'est clair, juste avant un tiers, on n'aime pas prendre un goal, mais on voit aussi le travail de Novotny devant le goal, il shoot direct, et puis ça c'est toujours difficile pour un gardien, il ne contrôle pas, il shoot un shoot du poignet, bien placé, près du poteau, là, Giannoni, il n'a aucune chance. Et ça fait plaisir de savoir qu'on peut toujours marquer à Berne. Hein? Ouais, tout à fait. Plus de 141 minutes, Freddy, que Berne n'avait plus encaissé de but et Ambry met fin à cette série. Ambry, il va crânement depuis le début de la saison avec son énergie, avec sa jeunesse, sa fougue. Et puis un Novotny qui semble être un peu un pôle central au milieu de cette équipe. Il met un beau but, c'est un beau travail. On a vu une défensive de Berne un peu apathique, un peu aux abonnés absents. Et on voit qu'ils sont aussi capables de faire des erreurs. Tant mieux, ça rassure. 2-1, on parlait des gardiens du CP Berne avec 10 blanchissages pour Giannoni et 1 pour Caminada. Giannoni peut se transformer aussi en passeur. Tiens, il s'ennuie peut-être dans ses buts. Alors il devient passeur décisif pour André Haim. Olivier Anken apprécie le geste de la relance, précis pour Haim ensuite qui s'en va inscrire le 2-1. Oui, joli coup d'œil déjà, jolie technique de canne, ce que j'avais pas. À l'époque, on faisait rarement des passes. Je crois que j'ai fait 2 assists toute ma carrière.
Donc, et une fois, je lui ai donné le puck 1 mètre à côté de moi, il a traversé la patinoire tout seul pour aller marquer. Je crois que maintenant, les gardiens travaillent avec la canne et puis c'est important. Voilà, on dit toujours la première passe. Et bien, la preuve qu'un gardien peut faire une première passe aussi en ayant une belle vista. Je pense que c'est un mauvais changement d'Ambry. Vous avez vu les deux défenseurs qui étaient en retard. Giannoni a sauté sur l'occasion. Bon, le joueur qui a remis le puck au fond, il ne l'a pas remis vraiment comme il faut. Mais Giannoni a été très malin, a sorti. Les gars de Berne sortaient du banc aussi. Les deux défenseurs d'Ambry étaient en retard. Voilà, on a été malin, on a profité de petites brèches dans la défensive d'Ambry. Comme quoi, un gardien peut aussi lire le jeu. Exact. Ben, il l'a devant lui, en tout cas. Hein? Tout à fait. Il devrait, oui. Il devrait. On retourne dans la capitale pour le villageois du début de troisième tiers, Marc Arcobello, qui est un petit peu dans l'œil du cyclone, Stéphane, pour quelques embellissements. Mais alors là, explique-nous ce qui se passe dans la tête quand Kubalik s'en va affronter Giannoni. Comment on explique ce coup de canne là? Écoutez, là, il veut vraiment l'empêcher de marquer. Là, c'est vraiment une faute par derrière d'un joueur qui va tout seul. Mais regardez le coup de hache. Il est blanc! Là, tu peux lui casser une main, un bras, je ne sais pas. Regardez, c'est vraiment sur la main là en haut. Sur le côté comme ça, là, des gants de hockey, il y a une toute petite protection, hein, une petite bande en général, parce que si c'est trop rigide, ça gêne. Marc Arcobello, là, il peut, à mon avis, il va être suspendu pour ce geste-là. Il vise vraiment la main là en haut. Je suis chanceux que Kubalik puisse aller tirer, pas blessé sur la séquence. Il aurait pu lui casser la main carrément. Kubalik va rater son coup. Mais quel coup de hache! Voilà. Make-match totalement justifié, penalty derrière non transformé, mais votre avis, Freddy, sur le geste d'Arcobello, on ne le comprend pas vraiment finalement. Mais est-ce qu'il a pété un plomb ou je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas ce à quoi sert la canne de hockey. À l'utiliser comme une hache de la sorte, c'est vraiment un geste d'une agressivité incroyable. Ça me rappelle un peu, il y a quelques années où Martin McSorley avait frappé le joueur adverse, mais c'était au visage, il avait au visage. Ouais. C'était le même genre de geste finalement. Ouais. Et puis il a terminé sa carrière là-dessus, il a été suspendu à l'éternel. Le coup de canne de Lapierre, évidemment, c'est pas la même situation. Le gars n'est pas tout seul au but, c'est revanchard, mais là, il fait vraiment tout intentionnellement. Donc, pour expliquer le règlement aux gens, ça donne penalty, parce que c'est une faute, un breakaway par derrière, etc., qui le prive d'une chance de marquer. Mais comme c'est une pénalité majeure, on donne quand même la 5 minutes. Donc, il y a eu 5 minutes de power play après. Donc, le penalty n'influence pas la pénalité après. Si c'est 2 minutes, bien, il y a penalty puis plus rien. Quand il y a 5 minutes, on donne le penalty et donne la pénalité de 5 minutes. Et Stéphane, tu fais bien d'en parler de cette pénalité parce que derrière Ambry ne transforme pas le penalty, mais va profiter justement de sa situation à 5 contre 4 pour marquer un très joli but. On apprécie encore une fois, hein, on le dit plus d'une fois déjà dans ce championnat, mais la vista de Zwerger et Offert qui bat Giannoni là sur son côté du but. Olivier, il n'y a pas grand-chose à faire pour Giannoni. Non, il n'y a rien à faire. Je dirais, il n'a même pas la possibilité de couper la passe, elle est juste un peu devant, ça vient vite. On aurait tendance à dire, moi je deviens en devenant vieux, je crois que je deviens de plus en plus critique envers les gardiens. Mais, bon voilà, enfin tu viens dans le droit chemin. Il faut être dur avec ces gardiens. Il faut arrêter de les excuser. Voilà, non, mais il n'a pas la possibilité, le temps de couper la passe, il n'y a vraiment rien à faire. Mais finalement, Berne parvient quand même à repasser l'épaule. Les pénalités de Costner et de Plastino sont de trop, Freddy. Un but à 5 contre 3, c'est presque une offrande là pour Berne de passer devant et de gagner le match. Gagner le match, et surtout que là, il y a un double rebond favorable aux attaquants bernois. On a vu Chervet prendre le premier rebond. Kohns arrive encore à repousser une deuxième fois. Et puis Ebet qui est là au deuxième poteau pour glisser ce puck victorieux au fond du filet. Belle performance d'Ambry, mais une belle performance face à Berne, ça ne suffit pas. Il faut une performance extraordinaire pour l'emporter, mais belle prestation. On en voit beaucoup des 5 contre 3 à Berne. Hein? Ouais. Sean Simpson, un petit moment pour parler de ça. Sean Simpson, quand il est entraîneur de l'équipe nationale, etc., qui a été entraîneur longtemps en Liga, il disait... on appelle ça le 5-on-3 syndrome, le syndrome du 5 contre 3 à Berne. Il dit que tous les entraîneurs de Liga, quand ils vont jouer à Berne, il faut qu'ils entraînent leur 3 contre 5, parce que vous pouvez être sûr qu'il y a une forte probabilité que vous vous retrouvez à 3 contre 5 à un moment dans le match. Statistiquement, je suis obligé de dire qu'il a raison. Ouais. Et puis on peut aller voir sur le site de la Ligue le nombre de pénalités cumulées par Berne. Ils sont nettement plus bas que tous les autres, finalement, Freddy. Bon, pourquoi ils ont moins de pénalités? Ils sont très disciplinés. Non, ils ont souvent la rondelle. Ils ont toujours le puck, ils se battent sur les... ils patinent plus vite que les autres, ils ont Giannoni, c'est frustrant, donc les autres équipes prennent des pénalités, c'est pas eux qui prennent des pénalités. Même en junior élite, novice élite, mini-top, tu regardes le mouvement junior,
presque tous les années, c'est le club le moins pénalisé. Ah, c'est la théorie C'est du complot, très, messieurs. très C'est discipliné. la théorie du complot, C'est la rigueur bernoise. C'est sûr. C'est la rigueur capitale. bernoise. On a une réaction qui nous vient en provenance de la capitale. Il est du côté léventin. Il s'appelle Konz. Parler d'une défaite frustrante, il y avait un coup à jouer ce soir. Ouais, je pense que si on regarde l'ensemble du match, il y avait quelque chose à faire ici. Je pense qu'on a fait un très bon match. À la fin, ça s'est joué sur des petits détails. Donc c'est frustrant, mais en même temps, il y a du positif parce que venir jouer à Berne et puis les tenir comme ça, c'est aussi assez positif. Être revenu 2 fois au score, c'est une performance que peu d'équipes finalement l'ont fait. Ouais, c'est vrai, on a réussi à répondre après qu'ils aient marqué. C'est jamais facile de le faire ici, mais on sait qu'on a de la peine quand on est mené au score de gagner des matchs. Donc il faut essayer de changer le tir pour la prochaine fois que ça nous arrive. Merci bien. Voilà pour les réactions de Benjamin Konz, bien sûr, le prénom, des fois, mais un petit peu plus de temps à monter. Allez, on continue. Nouvelle rencontre au menu de cette soirée, Zurich-Lausanne. C'est une rencontre aussi très importante en vue d'une participation aux play-offs. Donc les Vaudois n'ont pas le droit à l'erreur. Ils se doivent de sortir une solide prestation sur la glace du Hallenstadion. Et Olivier Anken, ça commence de la meilleure des manières avec la ligne de parade, Jeffrey Vermin. Oui, je crois que ça ne pouvait pas mieux commencer pour Lausanne. C'est clair que marqué si tôt, mais on voit que c'est de nouveau un but controversé. Je crois que c'est un peu la soirée des buts controversés. Mais effectivement, voilà, c'est des débuts qu'on aime, surtout à l'extérieur. Controversé peut-être pas, mais d'être sûr d'aller en tout cas à la vidéo, Freddy, pour s'enlever un doute. Bah, ça ne veut en doute, puis vous avez reconnu le numéro 22. C'est qui le numéro 22 des arbitres? C'est M. Massy. C'est M. Massy qui a fait son show à la vidéo. Non, mais effectivement, il y avait un joueur lausannois dans le cercle du gardien. Ça nécessitait un contrôle. Et puis, Zurich est revenu au score par un lancer ici de Souter avec une déviation malencontreuse d'un défenseur lausannois. Donc, ce n'était pas un match facile quand même pour les Lausannois. Non, histoire d'autogol pour les Lausannois ce soir. Vous allez le découvrir au fil des buts qui vont vous être proposés. Ça, c'est le 1 partout, 14e minute de jeu, encore confirmé et validé à la vidéo. Et 35e minute de jeu, on retrouve Jeffrey Vermin-Berchi, Stéphane, qui était décidément intenable ce soir. Oui, c'est le trio de choc ce soir. Regardez encore une fois Dustin Jeffrey qui va être le maître à jouer. Belle passe. Là, pour un jeu comme ça, la passe, elle doit arriver exactement où il faut parce qu'il est gaucher, le puck vient sur son côté gauche. Si elle est trop derrière, elle est obligée de faire un contrôle. Si elle est trop devant, il doit mettre un genou par terre puis à la limite faire un contrôle. Là, il est arrivé directement où il fallait, puis il a pu la lever à pleine lucarne. Le geste technique de Jeffrey et de Vermin, magnifique. On apprécie et on commence le chassé-croisé entre les deux formations puisque Zurich revient à hauteur avec un joueur dont on entend beaucoup plus parler. C'est Hollenstein, Freddy, qui a la complicité toute trouvée de Robin Grossman. Regardez le ralenti, on va comprendre un petit peu mieux que c'était définitivement pas la soirée des Lausannois au niveau défensif. Ouais, alors les Biennois ont eu un but annulé parce qu'il était dévié du patin. Mais là, vu que c'est un autogol, l'arbitre peut décemment pas l'annuler. Mais effectivement, un maximum de réussite pour Hollenstein. Mais on le dit toujours, un peu qu'en direction du but, c'est toujours bien joué, ça provoque quelque chose. Et un peu qu'en direction du but, je reprends vos propos. Amène un rebond, Olivier Anken et Zurich qui passent devant là en un peu plus de 2 minutes. Le 2-2 et le 3-2 pour les hommes de Del Curto. Oui, ça s'est joué sur peu de choses, ça s'est joué vite. Là, c'est un mauvais rebond, pas un mauvais rebond vraiment, parce qu'il ne voit pas bien le départ du shoot. Mais c'est quand même un rebond qui repart devant, qui devrait partir sur les côtés. Malheureusement, c'est un petit peu le problème du papillon, c'est qu'on n'utilise plus la canne pour diriger le puck sur les angles, parce qu'on l'utilisait beaucoup plus avant. Mais voilà, un nouveau style, nouveau problème. Et pénalité de Noro pour un peu envoyé en tribune. Ville Peltonen prend son temps mort, sort son gardien, Stéphane, et c'est récompensé à 29 secondes de la fin, à 6 contre 4. Encore une fois, Jeffrey, regardez, beaucoup de patience. Moy qui tire, rebond de la bande, et puis Emerton qui marque. Donc les fines gâchettes de Lausanne ont fait le job ce soir. Hein? Jeffrey, Vermin, Berchi, Emerton, Moy. Donc les meilleurs joueurs de Lausanne ont été les meilleurs. Et puis, on va le voir après. On va s'imposer. Qu'est-ce qui se passe?
Ah, prolongation. Prolongation. C'est qui va gagner? Et c'est le LHC qui va enchaîner un deuxième succès consécutif après la victoire volée sur la fin de match à la Corner Arena contre Lugano. C'est Dario Troutman, c'est peut-être pas des joueurs vedettes, mais il profite du travail préparatoire, Olivier Anken, de Christophe Berchi. Oui, mais je trouve qu'il y a un mauvais travail des défenseurs, parce que si on regarde le gardien, il fait l'arrêt, ici. Et le puck rebondit devant, tout le monde regarde le puck, personne ne s'occupe du Lausannois. Il y a un des deux défenseurs qui pourrait s'occuper du Lausannois devant le goal et il n'aurait plus la possibilité de tirer. On va le voir depuis derrière. Ici, le puck repart devant, tout le monde, les deux défenseurs veulent jouer le puck au lieu de s'occuper de l'homme. Ouais, c'est Bernie, le jeune défenseur qui est au championnat du monde, 19 ans. Il a un bon travail. Et là, c'est un attaquant. Il y avait deux attaquants sur la glace. C'est l'attaquant qui se fait contourner. C'est Prassel, l'attaquant qui se fait contourner facilement. Donc, ça, c'est le problème quand tu mets deux attaquants sur la glace à 3 contre 3, il est obligé de revenir. Il s'est fait battre facilement 1 contre 1, puis là, ça a été une patate chaude. Puis Bernie, effectivement, aurait pu peut-être faire un peu mieux, mais voilà. On prend un risque du côté de Arnaud. Arnaud est audacieux. Ça y a coûté le match. Oui, mais Arnaud restait sur un bon week-end à 5 points et c'est un très bon succès face à une équipe de Zurich qui était 4e et qui commençait à reprendre un petit peu de coffre dans ce championnat. Et qui fait quand même encore un point ce soir, malgré tout. N'emporte pas la totalité de l'enjeu. Mais belle débauche d'énergie et bon caractère du côté lausannois. Parce que malgré le fait d'avoir mené par 2 reprises, ils se sont fait remonter puis dépasser sur le but de Herzog, ils ont quand même eu l'énergie nécessaire en fin de match et la lucidité pour revenir au score et puis finaliser ça dans la prolongation. Alors, est-ce qu'on a des réactions à l'issue de cette rencontre? On me dit que oui. Je propose donc d'écouter On me dit qu'il n'y en a pas. Oui, il n'y en a pas. Pas de réaction. Tout est dit, on a tout dit. Alors, on a tout fait, on a tout fait nous-mêmes. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose, finalement. On peut vous c'est ça les experts. Voilà, les experts que vous êtes, bien sûr. Exactement. Parfait. Alors, on enchaîne avec le dernier match de la soirée au menu. Rapperswil qui jouait à la maison face à Zug. Une rencontre qui devait, selon la logique, prévoir un succès de la troupe de Dan Tagnas, qui a mis quand même un petit peu de temps, Stéphane, à se dessiner. Il a fallu 23 minutes de jeu pour le premier but qui va ensuite ouvrir la brèche à la formation de Suisse centrale. Oui, donc encore une fois, il y a toujours les mêmes noms qu'on retrouve là, Bergberg et tout ça qui sont un peu chanceux, mais le puck à la cage, le gardien est battu, touche l'intérieur du poteau. Pas beaucoup de chance pour le gardien sur cette séquence-là. Rapperswil qui restait quand même sur 2 succès à la maison, 3-0 contre Fribourg et 4-2 contre Ambry, va encaisser le 2-0. Attention, ça sent le mauvais but. Regardez, le lancer. Et finalement, Noël Bader, le malchanceux qui était titularisé ce soir, Olivier Anken, qui encaisse finalement déjà un premier mauvais but et un deuxième en 32 minutes de jeu. Oui, là, il n'est pas chanceux non plus. Le seul premier but n'est déjà pas très chanceux, mais là, son coéquipier qui tombe devant. Lui, il cherche le puck. Il a perdu le problème qu'il a, c'est qu'il a perdu le puck de vue derrière les goals. Après, il est surpris de le revoir devant et il se le met pratiquement dedans tout seul. Powerplay pour la formation zougoise. Reto Souris n'est pas attaqué, il avance et place le puck au bon endroit, Freddy. Bon tir, une belle lucarne, bon relais ici avec Diaz. Beaucoup d'espace quand même pour Souris, c'est pas vraiment un powerplay organisé comme dans les manuels, mais ça reste quand même efficace. Zug c'était 0-0 après la première période et puis après gentiment la machine zougoise s'est mise en marche. Tout dans le contrôle du côté de Zougoise sans dépenser trop d'énergie. 13 buts. 10 minutes pour 13 buts pour Souris cette saison, messieurs. Ça va vers une saison de 15-20 buts. Lui on l'a laissé aller du côté de Zug, parti à Lugano. Connaît une très, très belle saison, Souris. C'est sûr. Ce sera peut-être une plus-value pour essayer de combler le manque de Grégory Hoffmann. Mais on revient dans la rencontre. Rapperswil va sauver l'honneur. Les étrangers sont à la baguette, comme souvent, avec la passe de Clark et le but de Kazet Wellman, Olivier. Oui, on pourrait croire que c'est un mauvais but, mais c'est un but difficile, c'est un but du back-end. Pour le gardien, c'est très très difficile de lire un back-end. Et on va le revoir là au ralenti. C'est clair, il rentre au premier poteau, mais vraiment, il a encore presque d'une main, encore un tir relativement violent. Et je pense que pour le gardien, c'est vraiment difficile à lire. Donc, je dirais que c'est plus un beau shoot qu'un mauvais goal pour le gardien.
Un dernier but dans la cage vide dans cette rencontre. Il est inscrit par Sven Senteler, 4-1. Succès finalement sans trop transpirer de la part de Zug qui efface les 2 défaites du week-end et qui se relance à la chasse du CP Berne. Rapperswil reste de toute façon en lanterne rouge, mais un objectif peut-être, Stéphane, de réduire au maximum l'écart avec Davos pour le tour de placement et espérer encore peut-être jouer la finale des play-outs à domicile. C'est le seul espoir qu'on peut encore avoir, peut-être. C'est la seule source de motivation. Mais c'est vrai que vous êtes entraîneur de Rapperswil, le discours, l'objectif à court terme, à moyen terme, à long terme. Après, évidemment, quand tu arrives à la patinoire, tu veux gagner. Mais dans la tête des joueurs, là, les entraînements, etc., c'est quoi l'objectif? C'est de se dire, on se prépare pour la finale de play-out. On sait qu'on va la disputer. Est-ce qu'on peut vraiment dire aux gars, il faut avoir absolument l'avantage de la glace? Ah, mais il y aura la finale de la Coupe de Suisse d'abord. Et puis on a vu aussi que Rapperswil pouvait compter toujours sur son public. Ouais. Faut vraiment... À Bienne, ils ont fait le spectacle, en tout cas. On est d'accord. Là, on commence vraiment à chercher des excuses, à savoir pourquoi ils sont encore dans le championnat, finalement. Donc, je crois que là l'idée de Rapperswil, maintenant, c'est d'aller bloc par bloc et puis de prendre... Allez, on se fait combien de points on va faire pour les 5 prochains matchs, pour les 5 suivants, de manière à voir aussi où on se situe par rapport aux autres. Parce que si on va par bloc de 5 matchs maintenant, peut-être qu'ils sont plus aussi distancés qu'ils l'ont été depuis le début du championnat. Parce qu'il y a d'autres équipes qui ont des sacrés crus en ce moment également. Comme on dit au Québec, c'est un peu moins pire. C'est un peu moins pire. Pas mal. Résultats et classement de cette soirée de National League. Vous l'avez suivi avec passion, vous connaissez déjà tout, mais on vous fait un petit récapitulatif avec le succès à domicile 3-2 du CP Berne face au Levante d'Ambry. Genève qui perd à la maison 3-1 contre Bienne dans le derby des Deux Lacs. Rapperswil aussi, on vient de le suivre, 4-1 contre Zug. Lugano, mauvaise défaite face à Langnau 4-2 et le succès peut-être très important du LHC, le 2e de suite, cette fois-ci face au ZSC Lions. Au classement, Berne-Zug, Bienne, ça ne change pas. Langnau, Zurich, Lausanne, Ambry, on va les mettre encore dans le paquet du haut, même si Ambry a perdu ce soir. Et autour de la barre, finalement, un statu quo ce soir, puisque Genève a perdu, Lugano a perdu et Fribourg n'a pas joué. Et donc, finalement, pas d'incidence. Peut-être les Fribourgeois, Stéphane, qui soufflent un petit peu en ayant appris les résultats de la soirée. Bien, c'est sûr. Mais là, comme quand il y a des équipes qui se rencontrent dans le paquet, il y a forcément un qui fait des points. En tout cas, il y a des points qui vont avancer au classement. Pour Fribourg, ça ne regarde pas très bien. Si vous faites le calcul, 53 points. Il reste 12 matchs. Si la barre est à 70, ça fait 17 points. Mettons qu'on dit qu'elle va être un peu plus haute, mais 17 points, ça veut dire qu'il faut qu'il gagne 6 matchs jusqu'à la fin de l'année pour espérer faire 70. De 50%. Puis là, vous avez 2 équipes à rattraper. Aussi, mathématiquement, c'est plus compliqué. Mais Lugano et Fribourg, je pense qu'à coup sûr, il y aura une des 2 équipes qui sera en dessous de la barre, à moins d'un revirement total. Mais Ambry a quand même 62 points. 62 points Ambry, je crois, il me semble, on a vu ça. Donc, il y a quand même 9 points d'avance sur Fribourg. Ça commence à être 3 victoires, ça, en 12 matchs de plus. Donc, les étoiles ne s'alignent pas tellement. Il va falloir commencer à enchaîner. La chance qu'a Fribourg-Gotteron, c'est qu'il y a une chapelle à Bourguillon. On peut aller brûler des cierges et puis on peut croire encore à quelques miracles. Mais c'est vrai que ça devient compliqué. Mais comme on dit, c'est vrai que tant qu'ils ne sont pas écrits en rouge sur le fameux classement dont on taira le nom, eh bien, il y a de l'espoir, effectivement. Il faut continuer à y croire. Ils doivent regarder aussi. Alors, la fameuse phrase prend tout son sens, il faut y aller match après match. Ça, c'est sûr. Oh oui, maintenant, plus possible de vraiment réfléchir. On joue également en Swiss League ce soir avec les résultats suivants. Vous verrez, en Swiss League, il y a énormément de fessées qui sont distribuées. Hormis le match entre Winterthur et Chaux-de-Fonds, que Chaux-de-Fonds a perdu 3-2 au tir au but. Regardez derrière, Cloton 5-1 contre la Zug Academy, 9-0 Dalton contre les Ticino Rockets. Et victoire aussi sans problème de Turgovie au GTK Lions au classement. Holton passe premier. Ajoie reste 2e en profitant finalement de la contre-performance de Chaux-de-Fonds. Cloton 3e, Viège 6e. Si j'appuie sur Ajoie et Viège, c'est parce que demain, c'est notre prochaine émission. On sera en direct de la patinoire du Voipeux pour Ajoie contre Viège. Jeudi, il y a un match de hockey suédois et le retour vendredi de la National League. Voilà pour nos prochains rendez-vous. Merci beaucoup Freddy Bobillier. Merci Olivier Anquel. Merci Stéphane Renaud.
Rochette. Merci à toute l'équipe technique pour la bonne conduite de cette émission. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne me reste qu'à vous souhaiter une très très bonne soirée, en espérant vous retrouver demain du côté de la joie pour cette rencontre de Swiss League. Bye bye.